Alors, chers amis étudiants, merci d'être venus, merci de vous être installés également au premier rang. On a passé une semaine importante, une belle semaine à l'ISEG, avec la semaine de l'inclusion. Il y a eu de très belles rencontres, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu de beaux échanges également. Et pour cette dernière conférence, les maîtres mots seront vaincre ensemble et vivre avant tout, avec David Fion, le président de Vaincre la mucoviscidose, que je vous demande déjà d'applaudir, s'il vous plaît. Et pour parler de la mucoviscidose, pour introduire cette conférence, je vais vous raconter une histoire. Mais je vais demander à Adrien de venir avec moi sur l'estrade. Pour ça, il ne savait pas. Il n'était pas au courant. Parce que, notamment les premières années, vous m'avez en ce moment, je ne sais pas s'il y a des premières années, je crois, je vous dis souvent, et même les autres que vous m'avez eu en cours, je vous dis souvent qu'il faut parler avec le cœur. Donc, pour parler et introduire cette conférence, moi aussi, je vais vous parler avec le cœur, parce que quand je suis arrivé à l'ISEG, il y a 6 ans maintenant, la première personne forcément que j'ai rencontrée, c'est Monsieur Hamel. Il m'a présenté l'équipe. Vous connaissez le franc-parler et la franchise également de Monsieur Hamel. Et alors que je le connaissais depuis 2-3 minutes seulement, il m'a dit « Ah, alors, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Adrien, qui s'occupe de la communication, mais malheureusement, vous n'allez pas le rencontrer parce qu'il est en arrêt maladie de longue durée et il va mourir dans quelques mois. » Vous imaginez un petit peu ce qu'on a pu se dire. J'ai mis 6 mois à rencontrer Adrien parce qu'effectivement, à cette époque-là, ça n'allait pas du tout. Pour Adrien, il n'a pas été ici, il n'a pas été travaillé pendant plusieurs mois. Et 6 ans après, il est toujours là, il est toujours en forme, il est plus beau que jamais même. Et je ne suis pas un spécialiste de la mucoviscidose, mais je crois, on en a parlé en début de semaine, que c'est grâce à un traitement un petit peu révolutionnaire qu'aujourd'hui, Adrien est passé de 16% de capacité pulmonaire, 16% c'est pas grand-chose, à 35%. On en est à peu près là. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Et on traite la mucoviscidose différemment maintenant, donc forcément, et ça va être un petit peu le thème de cette conférence avec David, on communique sur la mucoviscidose différemment. L'évolution de la communication, de vaincre la mucoviscidose, ça va être vraiment le thème, le fil rouge de cette conférence, parce qu'il faut toujours communiquer, parce qu'effectivement, il faut toujours faire avancer la science, et je dis ça devant Adrien, malgré tout ça, on meurt toujours, aujourd'hui, de la mucoviscidose. Donc je vous demande d'être attentif. Je ne sais pas si Adrien, tu veux dire un mot ou pas avant de lancer cette conférence. Je l'ai fait avec brio, il est gentil en plus. Alors je demande d'applaudir et Adrien et David Fion, le président de Vaincre la mucoviscidose. Merci. Eh bien, merci, bonjour à toutes et à toutes. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ça va, vous m'entendez bien? Super. Déjà, je vais remercier l'ISEG d'avoir eu la gentillesse de m'accueillir aujourd'hui. Remercier bien sûr Adrien avec qui le contact s'est fait. Erwan pour l'animation et l'introduction, merci. Et puis Ludo pour, on va dire, tout le soutien technique pour vous faire une présentation où il y aura des risques techniques parce qu'il va falloir que je switch à un moment de YouTube, etc. Donc, veuillez me pardonner si j'ai les doigts un peu crochus par moment. Donc, pour me présenter, effectivement, je suis donc David Fion, le président de l'association Vaincre la mucoviscidose. Parler en fait de communication pour moi, c'est pas spécialement le job le plus tasse de thé que j'ai, on va dire. C'est que c'est pas mon métier. Moi, je suis ingénieur de formation, ingénieur dans le nucléaire de défense. Donc, on va dire qu'on est assez loin des aspects de communication pour un domaine de métier qui a souvent été considéré comme une grande muette et auquel on ne communiquait pas beaucoup. C'était un peu l'austérité, on va dire. Donc, comment parler de communication dans ces cas-là? Surtout dans un domaine qui est quand même un peu grave. Adrien nous le partage bien, mais comme tout bon président, je bats les autres personnes. Adrien était à 16, moi j'ai été à 15. Donc, désolé Adrien. Et tout comme Adrien, il y a un moment, on ne me donnait plus grand temps à être parmi vous, et visiblement, je fais un peu de rab et j'en profite. En termes de déroulé, un déroulé assez classique, vous présentez bien sûr ce qui est la mucoviscidose. Alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être assisté à la conférence de Paul Fontaine lundi ou autre, qui est un autre patient atteint de muco. Donc Paul a une vision assez humaniste du sujet, très positive de la chose. J'ai plutôt, je dirais que je vais être son côté obscur dans ces cas-là.
Ensuite, je vous présenterai l'association Vaincre la mucoviscidose. C'est important de parler de ce que fait l'association, parce qu'il y a quelques sujets qui veulent dire que c'est un peu un paradoxe, en fait, d'avoir une association nationale, finalement, pour le nombre de patients que l'on est. Ensuite, les évolutions de la communication, parce que Vaincre la muco, ce n'est pas une association qui a 5 ans, c'est une association qui en a presque 60. Et forcément, on ne communiquait pas de la même façon il y a 60 ans par rapport à aujourd'hui. Bien sûr, les défis aujourd'hui liés à la communication, mais surtout aux évolutions significatives que peut avoir la maladie aujourd'hui. Et bien sûr, elle ne peut se faire à un moment sans une professionnalisation de cette communication et auquel vous, déjà la génération qui nous rend obsolètes quand on a plus de 40 ans, vous allez prendre toute la place. Et enfin, 2 exemples de campagnes de communication que nous avons pu réaliser, dès cette année avec 2 objectifs, différents. Ça vous va? Dans le timing, ce qui est prévu, à peu près 45 minutes d'intervention pour ma part, avec 15 minutes à la fin de questions-réponses que vous voulez. Soyez pas timide, je ne mords pas et généralement j'ai assez peu de tabous. Donc c'est une de mes grandes caractéristiques. J'ai entendu quelqu'un qui avait du franc-parler. Généralement, je l'ai aussi un peu, mais j'essaye de me modérer par moment. Très bien, donc la mucoviscidose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie, déjà sur ça on est d'accord, mais c'est une maladie qui se caractérise par plusieurs choses. La toux, déjà, désolé, je vous prends un exemple, mais vous le faites très bien. Et vous voulez un verre d'eau? Ça ira. Et c'est une maladie qui est spécifique, elle est génétique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, qui ne s'attrape pas comme un rhume. On va déjà enlever ce premier mythe-là, que lorsqu'on on a le contact avec nous, on devient aussi très malade. Par contre, c'est une maladie qui est rare. Donc c'est quoi une maladie rare? C'est une maladie qui touche une personne, moins d'une personne sur 4500. Et dans le cas de la mucoviscidose, quand vous verrez le nombre qu'on est, si vous êtes bon en maths, vous allez vite comprendre qu'on est dans le bon ratio. Donc non contagieuse, elle est plurielle. Elle est plurielle pourquoi? Parce qu'elle touche plusieurs organes. Bien sûr, la mortalité de la maladie est située sur le poumon. Qu'est-ce qui se passe au niveau du poumon? C'est que la maladie qui est génétique, la mucoviscidose, c'est un épaississement du mucus que produisent vos organes. Le mucus, vous en avez partout quasiment. Et dans le cadre des poumons, le mucus sert en fait à évacuer toutes les saloperies, toutes les merdes que vous avez dans le poumon de manière classique. Et sauf que c'est assez fluide, et quand vous êtes enrhumé ou quelque chose comme ça, vous avez aussi du mucus nasal, etc. Dans le cas de la muco, il est extrêmement épais. Mucoviscidose, mucus visqueux. Il est très épais, et qu'est-ce qui se passe? C'est que les microbes arrivent, ça devient humidité, un peu, mucus, chaleur, le microbe prolifère, prospère, et vient attaquer tout ce qui sont les cils pulmonaires, tout ce qui est la partie respiratoire. Donc destruction progressive des poumons, difficulté des échanges gazeux entre le dioxygène et le dioxyde de carbone, tous ces sujets, ce qui fait qu'à la fin, on arrive à 15% de capacité respiratoire, au-delà de juste avoir l'effet de tuyaux bouchés qu'on espère tous avoir un jour avec du desktop. Mais malheureusement, même quand on débouche le tuyau, les poumons sont tellement détruits qu'on ne retrouve pas toute notre capacité respiratoire. Adrien est tout à fait l'exemple, et moi-même, je suis à 50% aujourd'hui, alors que globalement, on pense que ça va mieux quand on me voit comme ça. Elle est contraignante, elle entrave bien sûr la vie au quotidien. La mucoviscidose, format classique, c'est 2 heures de soins par jour. Format surinfection, c'est 8 heures de soins par jour, 6-8 heures. Elle est évolutive. Quand on est bébé, globalement, on va plutôt bien. Ce n'est pas le cas pour tous, mais après, forcément, elle évolue au fur et à mesure du temps jusqu'à devenir mortelle. Et aujourd'hui, bien sûr, elle est incurable. Alors concrètement, la mucose, c'est quoi? Maladie génétique transmise conjointement par les parents. Les parents ont tous les deux une anomalie génétique qui est située sur le chromosome 7. Ils se rendent compte, et là, patatras, pas de bol, 1 risque sur 4 lorsque le bébé se crée, qu'il ait la mucoviscidose. Et quand il se passe, c'est le début des très très grosses galères. Vous pouvez le voir là, détériore inexorablement le système respiratoire et digestif. Et surtout, elle est différente d'un patient à un autre. On n'est pas fabriqué en série sur ça, on est vraiment des modèles uniques les uns avec les autres.
Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui près de 2000 mutations génétiques qui résument la mucoviscidose. En fait, 2000 petites anomalies génétiques qui se traduisent par une mucoviscidose, 2100 à peu près même. Et donc aujourd'hui, il y a 8000 malades, 7700 dans le dernier registre. Donc 8000 malades sur une population de 68 millions de personnes, c'est quand même pas beaucoup finalement. Et vous êtes à peu près une bonne soixantaine, allez, 70 personnes dans la salle, sans le savoir, 2 d'entre vous ont potentiellement cette anomalie génétique en lui. Donc il y a ce risque-là dans la population, c'est comme ça. Ça fait partie malheureusement des aléas qu'on peut avoir. Et l'autre chiffre qui est important, c'est que l'âge médian au décès, il est de 40 ans aujourd'hui. Vous direz, ouais, ok, bon, c'est une donnée, c'est quoi l'âge médian? Donc c'est ceux qui décèdent avec la mucoviscidose, la moitié décède avant 40 ans, la moitié décède après 40 ans. En France, l'âge médian au décès, il est de 82 ans. Donc on voit tout de suite la fatalité que peut avoir la maladie. Ça va sur ça? Pas de souci? Allez, on continue. Côté association, l'ADN de vaincre la mucoviscidose, c'est une association de combat. Combat parce qu'elle a été créée en 1965 par des parents d'enfants atteints de mucoviscidose. À l'époque, en 65, l'espérance de vie d'un enfant atteint de mucoviscidose, c'était 5 ans. Donc, il est clair qu'il fallait faire quelque chose, et des parents, Jean-Louis Gillieron pour le nommer, qui était mon premier prédécesseur il y a 60 ans, ont créé cette association, une association nationale, liée à la lutte contre la maladie, qui s'appelait à l'époque l'Association française de lutte contre la mucoviscidose, l'AFLM. Aujourd'hui, et comme toujours depuis son début, ce sont les malades et les proches qui constituent les principales forces de l'association, les bénévoles et bien sûr personnes dirigeantes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe salariée très solide, car j'ai l'immense plaisir de manager 48 personnes avec moi, sachant que ce n'est pas mon seul métier. Je suis président à titre bénévole, je travaille à côté, toujours, et j'ai un directeur général qui me supplée bien sûr sur les affaires opérationnelles. Le combat contre la mucoviscidose s'organise autour de 4 missions prioritaires. Quand vous créez une association avec des statuts, surtout des associations d'utilité publique, vous créez ce qu'on appelle des missions sociales. Les missions sociales, chez nous, elles sont 4. Guérir, soigner, vivre avec et sensibiliser, informer. Guérir, c'est quoi? C'est tout le financement que va apporter l'association sur la recherche contre la maladie. En 2023, ça a représenté 4,5 millions d'euros. Soigner, c'est avant de guérir, il faut soigner. C'est-à-dire là, c'est tout le travail de lobbying, le travail technique pour avoir les accès aux médicaments, avoir des services spécialisés de la mucoviscidose dans les hôpitaux opérationnels malgré la crise hospitalière que l'on a actuellement. Mais c'est également d'avoir un registre, c'est-à-dire une photographie très fine de la mucoviscidose en France. Vivre mieux, c'est là le cas social, le versant social du sujet. C'est-à-dire que la mucoviscidose, vous comprenez, quand quelqu'un a un âge médian de décès à 40 ans, toute sa vie, elle est bouleversée. Vous ne faites pas d'études, vous êtes discriminé sur l'emploi, vous avez tous ces sujets-là qui apparaissent. Un muco sur 2 est au chômage aujourd'hui. La moyenne du chômage pour les personnes en situation de handicap, c'est 20%, 22%. Et côté muco, vous voyez bien que l'addition, elle est encore plus salée. Et ensuite, sensibiliser et informer, je pense que c'est ce que j'essaye de vous faire en tout cas aujourd'hui, mais tous les aspects de campagne de com, bien sûr, sur ce sujet. Donc en gros, 3 choses, on se bat pour trouver des traitements, on milite, et ça c'est un mot important, militer pour faire entendre nos droits et faire reconnaître ces droits, et ensuite nous agissons pour améliorer bien sûr le quotidien des malades atteints de la muco. Alors parlons un peu com maintenant. L'histoire de la muco, de 65 à jour, je vais vous passer un petit film, donc là c'est là où je vais avoir le premier sujet un peu technique. Hop. Et on va y aller pour 3 minutes. Et voilà. Merci Loïc. Vous voyez, allez, plein écran.
J'ai 5 ans. Je suis née avec une chose. J'ai 8 ans. Je suis née avec la mucoviscidose. J'ai 10 ans. Je vis, je m'amuse, je combats. Avant, on ne vivait pas jusque-là. J'ai 16 ans, j'ai 20 ans. Ah, 20 ans. Je continue la lutte. J'ai 30 ans, c'est impensable. On dirait que chaque année de lutte est une année de vie en plus. J'ai 35 ans. La lutte ne doit pas s'arrêter. Je suis la preuve vivante que la lutte ne doit pas s'arrêter. Gardez le souffle. Gardez le souffle. Gardez le souffle. Alors, ce film que vous venez de voir, il a été diffusé lors de notre Assemblée Générale de Marseille, où il était important de revenir un peu sur les bases de la communication dans l'association. Et donc, c'est le président du conseil com, qui est, parce qu'on a un conseil spécialisé en fait dans la communication, une direction de la communication avec des salariés, un conseil avec des professionnels bénévoles qui viennent, je dirais, apporter de l'expertise complémentaire, en tout cas sur notre vision. Ce que vous avez pu voir sur la maladie, finalement, ça se résume en 3 temps forts, en 60 ans d'existence, mais vous voyez bien que de 65 à 80, on était là au très début, c'est-à-dire on commençait plutôt des aspects d'organisation, de fonctionnement, de structuration en tout cas de l'association. Ça prend du temps au démarrage des associations. On ne devient pas des associations de notre taille, c'est-à-dire à peu près 7000 adhérents, 15 millions d'euros de budget annuel et une présence dans toute la France et dans les dom-toms pour être complètement autonome. Il faut du temps pour cela. Donc je disais 3 temps de communication importants, années 80 et 2000, qui est vraiment une communication axée sur la maladie. C'est vrai que j'aurais pu vous poser la question au début, mais qui connaît la mucoviscidose? Je me disais peut-être que c'est peut-être un peu tronqué, je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire finalement d'Adrien ici ou pas, mais il est clair que dans les années 80, quand vous posiez la question « mais c'est quoi la mucoviscidose ?» globalement, pas grand monde ne connaissait ce sujet. Donc c'était vraiment axé sur la maladie, avec des slogans qui étaient forts à l'époque pour nous. Vous respirez sans y penser, nous on ne pense qu'à respirer. Ou même encore avant, le slogan c'était « en parler, c'est déjà nous aider ». C'était ça le but de la com au début, c'était aider sur la maladie. Bien sûr, quand on voit les affiches aujourd'hui, ça fait très vintage, mais c'était l'esprit de cette époque-là dessus. À l'époque, années 80, il n'y avait pas 48 salariés comme aujourd'hui, il y avait 3 salariés seulement à l'époque. On était au boulevard Saint-Michel, même autrefois, dessus. Ensuite, les progrès de contre la maladie commencent à apparaître. En fait, une date est importante en 1984, c'est l'apparition d'un de nos grands événements qui s'appelle les Virades de l'Espoir. Et les Virades de l'Espoir, c'est l'événement national de lutte contre la mucoviscidose qui a lieu le dernier week-end de septembre. S'il n'y avait pas eu les Virades de l'Espoir sur 300 sites à peu près en France, s'il n'y avait pas eu tout l'argent de récolter dessus, jamais on n'aurait pu se développer comme ça. La communication, forcément, fallait qu'elle suive. Et aussi, tout l'argent récolté des Virades de l'Espoir a permis de significativement peser dans le débat public. Et notamment en 2001, a été créé ce qu'on appelle le dépistage néonatal systématique de la mucoviscidose. En gros, tout nouveau-né, je pense qu'à votre âge, vous avez été sensiblement les premiers concernés sur le sujet. Je pense que vous êtes une génération à peu près 2002, de 98, à peu près 98-2002, un truc comme ça. Non, je vous vieillis, je vous rajeunis, non, je suis bon, je suis dans la bonne fourchette, je suis pas mal, donc c'est pas mal. Donc, vous connaissiez, finalement, vos parents plutôt, connaissaient, si vous aviez la mucoviscidose ou pas, quelques jours après seulement votre naissance, et a été créé en même temps les fameux centres spécialisés de la mucoviscidose, 47 centres en France. Donc en gros, vous étiez détecté et ensuite suivi de la meilleure qualité possible avec les technologies disponibles de l'époque. Et parallèle à ça, les traitements symptomatiques de la maladie se sont améliorés, ce qui fait que de l'espérance de vie de 5 ans, on a progressé. Et on voit apparaître de plus en plus d'adolescents,
apparaître. Et donc, c'est là où s'est axée la communication plus jeune. Il est important, en fait, là, c'est de donner un visage à la maladie. Et le copain qui est là, hein, toutes les personnes qui sont là sont des vraies personnes qui ont la muco. Hein. C'était vraiment ce principe-là, c'était maintenant il faut donner vie, il faut donner du sens au combat, davantage dessus. Vous me direz là, il y avait certains copains, mais ce n'était pas l'objectif prioritaire là. Là vraiment c'était personnaliser la maladie. Ensuite, vous verrez, en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que une bonne partie des adolescents sont devenus des adultes. Malheureusement, des centaines d'entre nous sont morts entre-temps. Des amis très proches, à moi notamment. Et ensuite, il nous semblait important de dire que à 30 ans, on ne devait pas vivre jusqu'à 30 ans, en gros. Et c'est tout le sens du gain, de la victoire qui s'engage et qui a été porté en fait par tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont été des donateurs. Parce qu'un des sujets qui est important dans les associations, c'est ok, on file du pognon, mais on a le retour un peu sur le pognon, est-ce qu'il est bien utilisé, etc. Là, s'il n'y a pas une preuve là, on n'en aura jamais d'autres. Donc, Floriane, elle ne devait pas vivre jusqu'à 35 ans. Floriane, je l'ai encore eu au téléphone semaine dernière. Floriane se rapproche doucement de ses 40 ans. Je ne sais pas si elle fera sa crise, mais en tout cas, elle va plutôt bien. Elle a 2 enfants et avec son mari. Donc, Floriane habite en Auvergne, en tout cas. Donc, communication vers les adultes dessus. Alors, quels sont les défis aujourd'hui liés... Attendez, ouais, c'est bon. Quels sont les défis aujourd'hui liés à la mucoviscidose? Ce que vous voyez là, c'est issu du baromètre de France Générosité. En fait, c'est un organisme qui concatène l'ensemble des informations de dons et de collecte à peu près des plus grandes associations françaises. Quand on interroge les donateurs, voici les 7 thèmes auxquels ils sont particulièrement intéressés. Vous voyez que dedans, c'est quand même assez kiff-kiff sur les 4-5 premiers. Et même ce qui concerne vaincre la mucoviscidose aujourd'hui, c'est le 5e et le 7e, la recherche et l'aide aux personnes handicapées. La recherche était encore, il y a 1 an, à la 3e position. L'explication qui est donnée à l'arrivée un peu de la lutte contre l'exclusion et l'aide aux personnes âgées, c'est 2 événements. L'aide aux personnes âgées, c'est l'affaire Orpea. Et côté exclusion contre la pauvreté, je pense que vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a eu une inflation de taré mental depuis quelques années. Donc voilà, ah bon, la bouteille de whisky en boîte, vous la payez plus cher normalement. Je ne sais pas, donc, mais avec modération. Donc le soutien à la recherche médicale est en 5e, l'aide aux personnes handicapées. Donc on est bien placé en fait sur les thèmes de prédilection des Français. Et l'association en elle-même, souvenez-vous, 7700 patients, quand on compare aux X millions de personnes malheureusement atteintes d'un cancer, ou X 3 500 000 personnes atteintes de ce qu'on appelle la BPCO, une autre maladie respiratoire. Est-ce que quelqu'un connaît la BPCO? Vous voyez quand même que la notoriété d'une maladie qui touche 7700 personnes peut être importante. Alors, vous me direz, ce n'est pas du score de Ligue 1, je vous le dis, hein, mais on est sur 63 associations d'envergure. Nous sommes, en termes de notoriété, classés à la 23e position. Il faut voir les cadors qu'on a en face. Il y a, en première place, la Croix-Rouge. En 2e place, les Restos du Cœur. En 3e place, l'UNICEF. Et ensuite viennent les autres associations type Secours catholique, Greenpeace, des choses comme ça. Donc finalement, pour une association de notre taille, 23e place, c'est pas si dégueu, mais en tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. Parce qu'il est très clair que notoriété est quand même un peu égale à augmentation de ressources. Alors, où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui sur cette notoriété? Donc vous voyez là, différentes associations, plutôt dans notre cœur de métier, si on peut le dire comme ça. Sur l'axe des abscisses, vous avez partie gauche le soutien à la recherche. Est-ce que, en gros, quelle est la vision qu'on a de l'association? Plutôt soutien à la recherche ou plutôt soutien aux personnes handicapées? L'axe désordonné, c'est en gros votre notoriété plus ou moins. Bah, vous voyez que finalement, on n'est pas si mal placé que ça. Il est très clair que dans Vaincre la mucoviscidose, l'ADN de l'association, c'est la recherche médicale. Donc finalement, il est tout à fait logique de se retrouver un peu plus à gauche que dessus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de notoriété, je rappelle que pour 7700 personnes, on est situé quand même sur une notoriété quand même plutôt pas trop mauvaise, mais finalement pas si loin que ça de l'AFM Téléthon, qui a changé son nom pour d'ailleurs s'appeler AFM Téléthon, parce qu'au début, elle s'appelait AFM. Et quand on parlait d'AFM tout court, personne ne savait ce que c'était. Par contre, le Téléthon, ça, les gens connaissent. Vous voyez bien qu'en termes de notoriété, la Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer, etc., etc. Donc, on est pas mal, mais on peut mieux faire. Alors, en termes d'autres chiffres, comment ça se traduit également? En 10 ans, en gros, côté Facebook, on est passé de 40 000 à 105 000 personnes. Vous me direz, on est loin de Beyoncé, hein, je vous l'accorde. Mais c'est honorable. On a 50 000 visiteurs par mois sur notre site internet et 3 500 retombées presse en 2023, ce qui est plutôt très bon pour notre niveau. On est bien sûr sur les autres réseaux sociaux, Instagram, X, même si X, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur notre participation ou pas. Alors déjà, on a un peu de mal à bien s'implanter sur X, mais après, globalement, on voit quand même que X est quand même un outil quand même assez particulier, le roi de la punchline et le roi de la poubelle. En gros, c'est à peu près ça. Je me force à y aller et franchement, parce qu'il faut que je le fasse, mais ça tiendrait qu'à moi, je me barrais de ce truc. On se pose la question sur Thread aujourd'hui. Est-ce que ça deviendra un X ou est-ce que ça deviendra autre chose? Aujourd'hui, on a un peu du mal à voir en fait où ce réseau social-là va aller. Et là, très clairement, ma commande aujourd'hui à la direction de la communication, c'est d'aller sur TikTok, où là, on a besoin d'être accompagné parce qu'on est quand même un peu une association vue assez très scientifique, très calée. Et donc là, on a besoin, je pense, d'aide pour essayer un peu de rajeunir notre manière d'être et notre savoir-faire. En termes d'image, bah, ça se met là. On est dans un contexte de maladie rare, donc vraiment peu de patients. Donc, néanmoins, on se classe parmi les grandes causes nationales soutenues. Par contre, on a quand même des freins. C'est un secteur, l'association, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Cette année, les dons en termes de valeur ont progressé de 1%. L'inflation était de 4 et quelques. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations perdent du, entre guillemets, pouvoir d'achat. On voit aussi que la population des bénévoles évolue énormément. L'engagement quasi exclusif qu'on avait, hein, par exemple la personne concernée qui va faire pendant 40 ans de l'association, ou ce que vous pouvez voir aussi au Resto du Cœur par exemple, ça n'existe de moins en moins. Et très clairement, votre génération a une manière de penser le bénévolat différemment. Alors c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est votre génération. Elle est plutôt plus, je dirais, à faire du one-shot sur différentes causes. L'environnement, ça vous tient particulièrement à cœur, c'est tout à fait compréhensible. La santé aussi, les exclusions aussi, mais vous n'êtes pas exclusif. Vous avez ce besoin d'aller voir un peu à droite à gauche ce qui se passe et en fait de ressentir vous-même ces sujets. C'est tout à votre honneur. Mais en tout cas, nous, ça nous oblige à réfléchir autrement. En termes de notoriété, comme je vous disais, la santé, ça reste quand même particulièrement dans les préoccupations françaises. On a une communauté par contre très engagée. La maladie étant mortelle, forcément tout de suite, ça implique énormément. Et par contre, plutôt, et avec, c'est qu'on a vu ça, on a un réseau de bénévoles compétents, conséquents, et qui peut se mobiliser au plus grand nombre. On monte à plus de 30 000 personnes le jour des Virades de l'Espoir. Alors, en 2023-2025, c'est quoi les enjeux pour nous de communication? Eh bien, on a quelque chose qui est arrivé, Adrien et moi on le vit, on va dire particulièrement, c'est l'arrivée d'un nouveau traitement qui s'appelle le Kaftrio. Le Kaftrio, il améliore quand même significativement la vie des malades, sauf que 35% des patients qui ont la mucoviscidose ne peuvent pas bénéficier de ce traitement à plusieurs titres. Problème de mutation génétique, c'est-à-dire que, je ne vous ai pas expliqué, mais la mutation génétique entraîne une défaillance d'une protéine. Le Kaftrio sert à réparer cette protéine. Mais dans leur malheur, d'autres mucos sont encore plus malheureux
c'est qu'il y en a certains qui ne produisent pas du tout de protéines. Et si le traitement fonctionne sur la protéine, si vous n'en produisez pas, de facto, le traitement ne fonctionne pas. Donc ils sont en attente de solutions thérapeutiques, de même qu'une autre population, qui est la population des greffés pulmonaires. Alors, vous me direz, que vient faire la greffe là-dedans? La greffe, en gros, quand vous arrivez dans les plus bas extrêmes, l'insuffisance respiratoire majeure, on a une opération qui consiste à changer les filtres à air, et c'est aussi simple que ça, on va dire. Mais aujourd'hui, 930 personnes vivent avec un greffon pulmonaire avec la mucoviscidose. Donc ça représente tout de même près de 15% des patients. Eux, le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est que le traitement n'a pas un apport bénéfice-risque, on va dire, extraordinaire. L'efficacité du traitement Kaftrio est très axée sur les poumons. Quand on greffe des poumons, ce ne sont plus des poumons qui ont la mucoviscidose, c'est les poumons d'une autre personne qui n'a pas la muco. Et donc le traitement, bah forcément, le poumon, il marche bien, quoi. Le vrai sujet, par contre, aussi, c'est que supporter une greffe, il faut baisser son système immunitaire. Et pour cela, on utilise des traitements très invasifs, qui sont les anti-rejets. Et les anti-rejets, il y a des interactions potentielles entre Kaftrio et anti-rejet. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un aspect positif du Kaftrio, il faut quand même quelques atteintes un peu spécifiques, et en plus, essayer quand même de jongler avec les anti-rejets et les interactions. Mais plus que... donc on voit bien, finalement, une maladie, si on y va grand public, on pourrait dire, bon, la mucose est traitée. Non, non, c'est pas si simple que ça. Il y a encore 35% de patients qui n'en bénéficient pas. Et surtout, on n'est pas guéri. C'est ça le sujet, aujourd'hui. Alors, par contre, nous aussi, on a une autre difficulté qui vient s'ajouter avec ça, c'est que, avant, on avait le muco classique et le muco greffé. On va le dire comme ça, deux profils. Bah là, il y a le muco Kaftrio dégradé, le muco Kaftrio pas trop dégradé, le muco qui n'a pas de Kaftrio, le muco greffé, etc. Donc une multiplicité de profils qui fait que nos approches doivent changer pour parler au plus grand nombre et bien sûr à nos cibles en termes de communication. Donc, c'est ce qui est marqué. On doit accompagner ces changements et pour nous, ça deviendra une question de survie dans le sens de notre combat. Alors, en termes de stratégie, pour répondre à ça, la mission principale que je vous ai présentée tout à l'heure, sensibilisation et information, elle vient au centre de l'ensemble du système que peut avoir la maladie, l'association. Nous faisons de la communication institutionnelle liée à notre image de marque, la visibilité, la notoriété, ce que je vais vous présenter surtout après. Un appui à la collecte de fonds, c'est-à-dire que nos campagnes de communication aussi viennent appuyer nos campagnes de collecte financière, des appuis aux missions sociales, c'est-à-dire pour présenter nos dispositifs, par exemple d'aide sociale ou d'autres moyens, actions de recherche par exemple. Nous faisons aussi de la communication politique, des plaidoyers, nous en avons fait ces dernières années 4. Un plaidoyer sur la crise hospitalière, c'est-à-dire que nos services de santé, nous finançons tous les ans 1 200 000 € par an de postes hospitaliers. Est-ce que c'est à une association de malades de payer des toubibs? Non, c'est à l'État. Donc nous avons fait un plaidoyer pour dire maintenant, vous êtes mignons, mais vous reprenez la facture. C'est pas à nous de payer, moi je préfère payer de la recherche que de payer du médecin. Ou sinon, on a fait un plaidoyer cette année à destination de l'Assemblée nationale et des députés pour l'activité physique adaptée. Je pense que vous le savez tous, faire du sport, c'est bon pour la santé. Et bien pour ceux qui sont atteints de maladies chroniques et de maladies telles que la mucoviscidose, c'est pas bon pour la santé, c'est vital. Quelqu'un qui fait du roller pendant 1 mois, qui était à 36% de capacité respiratoire, il a fait 1 mois de roller de suite, il est passé à 45%. Vous avez vu sa différence, hein. C'est pas parce que c'est pas venu du Saint-Esprit, c'est qu'il a tellement mobilisé ses poumons et son corps que ça lui a redonné tout de suite une forme de mobilité et de disponibilité qu'il n'avait plus. Ensuite, l'activité physique adaptée, le but c'était quoi? D'aller voir les députés et d'aller leur dire « Faites-nous des amendements dans le projet de loi de sécurité sociale pour dire il faut rembourser cette activité physique adaptée ». Ça n'a pas marché cette année pour une simple raison, un petit article qui s'appelle le 49.3 dans notre Constitution, et qui fait que on ne discute pas beaucoup des sujets. Dans ces cas-là, ça passe un peu de manière arbitraire.
Mais la Constitution est comme ça, et l'important, c'est d'être loyaliste dans ces cas. Et ensuite, une autre notion qui est importante, le faire association. C'est quoi le faire association? Le faire association, c'est tout simplement l'état d'esprit, le mood, on va le dire comme ça, que vous avez au sein d'une association. C'est-à-dire toutes ces connexions internes de joie, de gaieté. Quand vous êtes dans une association, c'est pas pour trimer comme des chiens, c'est parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et passer aussi des bons moments. Dans une asso, il ne faut pas être galérien, faut y prendre du plaisir. Donc se faire association, c'est quelque chose d'important et qu'on soutient avec notre com. En termes de structuration d'équipe, un pôle com aujourd'hui avec 5 personnes qui élaborent bien sûr la stratégie, des chargés de com bénévoles, c'est-à-dire que dans chaque délégation, en gros région française découpée un peu autrement, on a quelqu'un qui est dédié à la communication, un conseil communication qui sont composés de bénévoles, mais qui sont des experts généralement en communication, des DIRCOM de bonne société, soit des chefs d'entreprise, des choses comme ça, enfin des gens qui ont un peu de bouteille. Bien sûr, sous ça, ça fait l'organisation de com chez nous. Bien sûr, la com, dès qu'elle prépare quelque chose, elle met dans la boucle les autres pôles de l'association, les délégations régionales, territoriales, les organisateurs de nos événements et bien sûr le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider. Les cibles, elles sont multiples, suivant bien sûr les canaux qu'on souhaite utiliser et nos objectifs. Ça peut être les familles, les institutionnels, les relais, les influenceurs, relais d'opinion, la communauté muco, les partenaires privés, publics, etc. C'est tout azimut, mais il faut être très clair. Un message, une cible. Si on est plus compliqué que ça, le message se perd. Je crois que j'espère un peu vibrer vos cours en faisant ça. Ensuite, différents outils à notre disposition. Les relations de presse, bien sûr. On a une personne où c'est son job à plein temps de trouver de la presse, des choses comme cela. Une communication digitale avec réseaux sociaux, internet, vidéo. Une com interne par des publications, magazines, des newsletters. Ensuite, magazine Stella, des publications institutionnelles, des campagnes là qui peuvent se décliner, on va le voir tout à l'heure, en affiches, en spot télé, spot radio, en social media et en SEA, SEO, qui sont tout ce qui est référencement internet, etc. Je pense que vous le savez mieux que moi. Ensuite, bien sûr, il faut qu'on s'adapte, il faut communiquer. Quand on est un ambassadeur de Vaincre la mucoviscidose, un chargé de com, un délégué territorial, le président, il faut quand même savoir parler de la mucoviscidose. Donc vu ça, on a bien sûr préparé des éléments de langage. C'est un carnet qui explique ce que c'est la mucoviscidose. Les premières planches qui vous présentent la maladie sont issues de ces éléments de langage. Et c'est aussi une manière d'être plus proche, tout simplement, des malades. Mais il faut adapter le message, parce que le monde de la muco évolue vite aujourd'hui. Enfin, je voulais vous parler un peu de 2 exemples de campagnes. Une campagne de notoriété 360 degrés. Voilà, objectif, bien sûr, c'est d'interpeller le grand public, le motiver à s'investir dans la lutte contre la maladie, susciter l'engagement par un don, et mettre en évidence le combat, et bien sûr accroître notre notoriété. On a particulièrement investi cette année, j'espère voir dans le prochain baromètre France Générosité, voir Vaincre la mucoviscidose, grappiller une petite place ou 2 déjà. Voici les visuels qui ont été utilisés. Une campagne marquée sur le combat, mais sous une forme d'optimisme aussi dessus, avec un mot qui est en gros mucoviscidose, tu n'auras pas ma rage de vivre, avec le vivre ensemble, vaincre ensemble, pardon, et vivre avant tout, ce qu'a indiqué Arwan au début dans son introduction, et quelques mots. C'est des choses importantes. Les personnes que vous voyez là, ce sont des vraies personnes que l'on a castées. Yvan qui a la muco, Jonathan qui est le papa qui est là, qui a la muco. Ensuite, c'est Léna également, et Geneviève en haut à droite, qui est une chercheure en microbiologie à Brest, une personne éminente dans son domaine. Voilà, donc des insertions presse qu'on a pu voir dans différents magazines et publications, les 20 minutes, etc. Dessus. Et ensuite, un spot télévisé où là, on a massivement investi comparé à d'habitude, où on a eu, bien sûr, du gracieux en termes de diffusion, mais également du payant. Donc là, nous avons été sur France Télévisions, TF1, Canal+, M6,
dont des fois avant le 13h, avant le 20h, et ça a touché au total 32 millions de personnes cette année. Et nous avons été également diffusés dans des salles de cinéma, je crois que ce sont les UGC, si je me souviens bien, ou les pâtés, les UGC, où ça a touché 250 000 personnes. Normalement, le deuxième film est là, donc on va retourner sur YouTube. Merci Ludovic, je ne penserais pas aussi. Ok, mucoviscidose. Tu nous as fait connaître l'épuisement, l'angoisse, la peur du lendemain. Oui, nous sommes nés avec toi, Muco. Mais nous sommes nés pour vivre avant tout, poursuivre nos études, aimer comme tout le monde, former un couple, réaliser enfin nos rêves et voir un jour nos enfants grandir. Muco, tu n'auras pas le dernier mot, tu n'auras pas notre dernier souffle, tu n'auras pas notre rage de vivre, parce que nous sommes des milliers et qu'ensemble, nous pouvons te battre. Vaincre, ensemble, vivre avant tout. Alors, est-ce que l'un d'entre vous l'a vu, cette pub-là, ou pas? Hein? Oh, merde, attendez, vous regardez plus la télé, en fait, c'est ça votre truc. Vous regardez trop vos portables. Donc ça, vous voyez, c'est une vidéo de notre dernier événement de streaming, SAM, Stream Against Muco. Voilà, qui a permis de récolter à peu près 180 000 € sur du streaming, et donc un événement auquel on est très fiers, mais qu'il faut qu'on développe encore. Donc, ouais, voilà. Alors, pour faire vite, parce que je vois que le temps tourne, on avait donc bien sûr accompagné toute cette campagne d'une partie réseaux sociaux avec des posts organiques, du sponsoring également, Facebook notamment et Instagram, avec des stories, du display, bien sûr reprenant les logiques, les visuels, pardon, des vidéos témoignages, c'est-à-dire que sur les posts, à chaque fois, on pouvait avoir les commentaires d'Yvan, de Geneviève, de Léna, qui expliquaient leur combat contre la mucoviscidose au quotidien et pourquoi il fallait continuer à donner, pour les 35% de patients qui ne peuvent pas bénéficier du Castrio. Une signature mail, forcément, donc ce qu'on utilise tous en termes d'associatif, et un site web dédié qui permettait directement là, de flécher des dons systématiquement liés à cela. Alors, d'habitude, on fait une campagne, là on en a fait deux, on en a fait une deuxième pour les Virades de l'Espoir, notre grand événement, avec un mot d'ordre, qui était de mettre en avant les bénévoles. Alors, j'ai pas mis le lien sur celle-là, c'est pas grave, mais mettre en lien les bénévoles, donc c'est pareil, de la même façon, on a été sur TF1, TMC, alors TV Brest, mais pourquoi TV Brest? C'est parce que, donc déjà, ça affilié à TF1, mais la mucoviscidose, elle est particulièrement marquée en Bretagne. Il y a une notion un peu celte dans l'histoire. Donc TV Brest était dessus, près de 3 millions de personnes atteintes. L'objectif, c'était quoi? De dire aux gens, allez aux Virades de l'Espoir, venez manger une crêpe, venez faire quelque chose, en tout cas, venez sur les Virades, venez aider l'association dans sa lutte contre la maladie. Donc là, avec des visuels qui étaient dans les métros de Paris, notamment, après différents affichages en province, une campagne dédiée également dans la presse locale et des affichages également dans des villes où se situaient les Virades. Voilà, en termes d'insertion de presse de PQR, hein, presse quotidienne régionale, la presse magazine, donc voilà, en termes de diffusion, c'est plus de 6 243 000 diffusions et 2000 affichages et DOOH. DOOH, c'est les écrans qui bougent, vous savez, dans les gares ou les trucs comme ça. Je pense que vous savez ça aussi mieux que moi. Pareil, accompagné avec des réseaux sociaux et notamment un beau partenariat avec Énergie en termes de radio qui nous a permis d'avoir 1 million de contacts supplémentaires sur l'événement. Et cette année, je suis très content de dire que le montant collecté était de 4 100 000 € en progression de près de 350 000 € par rapport à l'année précédente. En termes de chiffres clés, vous me direz, j'ai pas 313 abonnés Facebook. Non, c'est que le jour des Virades, uniquement ce jour-là, voici ce que ça a pu apporter. 313 abonnés Facebook, 580 Instagram, 203 LinkedIn et 52 X. Voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, j'ai un peu débordé, j'ai mangé un peu de temps. Il fait chaud ici, non?
Je vais boire un coup. On a beaucoup parlé de communication. Moi, je suis pas un spécialiste de communication, marketing. Les étudiants me connaissent, vous me connaissez pas. Je suis plutôt animateur radio et j'aime poser les questions, comme vous l'avez dit, un petit peu franc-parler. Donc, j'ai pas de questions a priori sur la communication, mais des questions pour les étudiants, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui vont devenir parents, qui vont devenir adultes dans quelques temps. Ma première question, c'est lorsqu'on a un collègue, un proche collègue est atteint de la mucoviscidose, est-ce qu'on peut faire des choses pour lui? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des attentions particulières à avoir ou pas? Alors, de plusieurs ordres. Après, si c'est sur la santé, bien sûr, c'est d'avoir peut-être un peu d'œil soucieux vis-à-vis du copain, mais le muco est une bête un peu étrange, elle est un peu sauvage, c'est-à-dire qu'il, normalement, c'est un expert de sa maladie, donc il sait parfaitement gérer en fait ses symptômes et autres. Néanmoins, la muco, elle a un autre effet pervers. Elle a deux corollaires qui sont un peu intéressants. Un symptôme qu'on ne devine pas si on est comme ça. Je vous ai parlé de chômage. Beaucoup de patients avec la muco vivent avec l'allocation aux adultes handicapés. Vous voyez peut-être ce que c'est. Hein, vous avez une notification de la maison départementale des personnes handicapées qui vous signifie que vous avez un taux de handicap. S'il est supérieur à 80%, des cas particuliers, vous touchez l'allocation aux adultes handicapés. Un risque aujourd'hui que peut apporter le CAF Trio, par exemple, c'est de faire, vu que la personne va mieux, c'est de perdre cette aide sociale. Mais comme je disais, pour la génération qui a plutôt mon âge aujourd'hui, pas ou peu de scolarité, une vie professionnelle contrariée, quand même un physique un peu moyen, non pas qu'il n'est pas beau, mais il va pas très loin, mais c'est plutôt de dire attention à ce que la pauvreté ne devient pas un symptôme supplémentaire. L'autre symptôme aussi qui est là, c'est les aspects psy. Il a été montré dans une étude en fait que les patients mucos ont une tendance à consommer plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs que la population normale. Vous pouvez me dire, hein, c'est normal avec les tels impacts que peut avoir la maladie. Des fois, est-ce qu'il faudrait pas être accompagné? Bon, moi, ça n'a jamais été le cas, mais qui dit qu'à un moment, j'en aurais pas besoin aussi. Mais en tout cas, il est clair, c'est à peu près 2,5 fois plus que la population normale. En termes de soins, voilà, c'est de voir, c'est d'être attention, on verra bien, c'est son essoufflement principalement. Il va marcher et être en difficulté, c'est d'avoir cette compréhension un peu, de l'attendre, de faire ça, mais bien sûr, de ne pas lui montrer une forme de pitié. On ne supporte pas ça, en fait, hein, la pitié, très clairement, mais il faut nous traiter en fait comme quelqu'un de normal. Les étudiants, avez-vous une question? Il y a Léo qui a une question, je vais lui apporter le micro. J'avais une question par rapport à vous, directement en fait. Comment en fait, en tant qu'ingénieur, vous êtes devenu le président d'une association comme Vaincre la mucoviscidose, pardon? Alors c'est assez simple, il n'y avait personne d'autre. Ce qui est un peu vrai, mais non. Non, pour vous dire, c'est un peu familial. Mon père, quand j'ai eu la maladie, alors, je suis né en 82. Quand j'ai eu la maladie, il faut se rendre compte de l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc le premier truc, quand un médecin lui avait indiqué le diagnostic, c'était de rechercher cette association. Il a eu ce premier réflexe, il a réussi à trouver qu'une association avait un accueil à Paris. Et ensuite, moi, je suis originaire de Cherbourg, en Normandie, dans la Manche. Hein, pour ceux qui voient où c'est le petit truc toujours en bleu à la météo en termes de température, tout en haut à gauche. Il y avait donc l'antenne locale qui était située à Lisieux, près de la ville de Caen. Mon père a fait 40 ans de lutte en fait contre la pathologie. Il a fait tout ce qui était possible et imaginable. Il a fait des virades de l'espoir. Il a été délégué de la région Basse-Normandie d'ailleurs. Bon, en gros, la notion de l'engagement et du combat, en fait, c'est dans l'ADN familial. D'ailleurs, il m'a mis avec ma mère, d'ailleurs, hein, parce que ma mère a fait beaucoup de choses. Les pieds au cul qui allaient bien. Au moment où il fallait pour l'école, il m'a surtout absolument pas traité comme quelqu'un d'handicapé, d'incapable. En tout cas, on va le dire comme ça. Il a fait ce qu'il fallait pour, en gros, que je dis, il faut qu'il investisse dans sa vie. Il faut qu'il vive. Voilà le sujet. Et donc voilà, c'est là où j'ai fait mes études, mais très clairement dans mon logiciel interne, moi dans ma vie, c'est carpe diem, de toute façon je dois claquer à 7 ans, donc il faut que j'y aille en avant Guingamp, quoi, c'est à peu près ça. Et après, on passe le bac.
On dit, ah merde, bon, on a réussi à passer le bac, on dit, bon, pas trop long les études, une année d'IUT en TC où ça m'avait saoulé, donc j'ai arrêté. Je fais un BTS derrière, un deuxième BTS, et puis après j'ai commencé à bosser. Je gagnais pas assez bien ma vie. Donc je suis parti faire une école d'ingé. Et là, bon, bah, après ça a progressé. Hein. Aujourd'hui, j'étais passé, avant de prendre l'association, parce que je ne peux pas faire deux métiers de direction en même temps, j'étais en gros devenu responsable d'unité dans le nucléaire. En gros, je m'occupais d'une partie d'usine de nucléaire. L'instruction qui va bien, financière, technique, etc. Et on dit, bah, pourquoi pas tenter le truc, et donc bah, c'est ce qui allait. Aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans que je le suis. Ouais, ça tient un peu hein, quand même. Hein. Je ne veux pas dire que c'est une sinécure, hein, le truc. Hein. Entre faire son métier à 4/5e, voilà pourquoi je me suis mis dans un autre job, je me suis pris en temps partiel, et faire président d'ASSO en même temps. Vous voyez, j'ai quelques week-ends. Demain, je suis à Annecy, par exemple. Moi, j'habite près d'Aix-en-Provence. Hein. La semaine prochaine, je vais 2 fois à Paris. La semaine d'après, je vais en Bretagne. Je retourne à Paris à l'Assemblée nationale après. Enfin, voilà, je suis constamment sur la route. Mais l'engagement du combat, en gros, c'est une filière familiale, quoi, presque. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas le fait du prince. Hein. Il y a une élection, il y a des choses comme ça. J'aurais pu tout à fait ne pas être élu, quoi. Merci de votre question. Si un étudiant a une autre question, sinon j'en aurai une dernière. Mais oui, il y a une autre question. Je me souviens plus de ton prénom, je suis désolé. C'est Johan. Déjà, merci pour votre présentation. Merci à vous pour votre appréciation. Voilà. Donc actuellement, vaincre la mucoviscidose est développée à l'échelle nationale. Oui. Est-ce que vous compteriez la développer à l'échelle internationale? Alors, ça fait partie de la stratégie post-plan stratégique. Aujourd'hui, on a un plan stratégique qui s'appelle Viva 26. C'est plutôt la vision 2030, là. Pour vous expliquer, il n'y a pas besoin d'une vaincre la mucoviscidose nationale portée par les Français parce qu'il y a une fédération européenne qui s'appelle Cystic Fibrosis Europe, CFE. Par contre, cette fédération, elle ne reflète pas l'étonnante puissance des fédérations nationales, enfin des assos nationales. Mais mon collègue britannique, qui étonnamment est rouquin à barbe et avec un peu dégarni sur le dessus, on pourrait croire mon cousin, le Trust, elle s'appelle comme ça l'association, le Trust, est extrêmement puissante. Côté États-Unis, la CFF, la Cystic Fibrosis Foundation, est plus puissante que celle du diabète et du cancer réunis. C'est des centaines de millions de dollars qu'ils injectent tous les ans. À l'Europe, cette fédération ne pèse rien aujourd'hui, on va être clair. Elle est portée certes par les différentes associations, mais aujourd'hui, l'objectif que j'ai, c'est de convaincre mes collègues européens d'investir davantage dans CF Europe pour justement peser sur des débats auxquels nous n'avons que trop peu accès aujourd'hui, qui est un débat sur l'écriture des directives et règlements européens. Ceux qui connaissent un peu comment sont gaulées les institutions juridiques en France, l'Assemblée nationale, une très grande, 80% des textes votés à l'Assemblée nationale sont issus de directives européennes. Donc si on ne va pas directement à la source, au bout d'un moment, on va y avoir un malaise. Donc, est en train de se faire une réforme d'ampleur sur les textes, sur l'accès au traitement et au financement des médicaments. Un traitement comme Kaftrio, c'est 300 000 $ annuels, en France, 280 000 €. Je ne connais pas le vrai prix, c'est un prix négocié entre le laboratoire et l'État français, auquel bien sûr on a fait beaucoup de lobbying dessus, mais le résultat de la négociation ne le connaît pas. Imaginez, 7700 patients, 35% de moins, donc on arrive à 5000 patients à peu près, multiplié par 280 000 €, vous voyez, et c'est par an. Donc vous voyez la facture que ça peut représenter pour un État de gérer une pathologie comme la mucoviscidose. Il y en a qui se plaignent de la France. Aujourd'hui, je fais sans doute partie des Français qui bénissent notre système.
Je n'aurai jamais assez de fric, malgré mon poste, malgré mon truc, pour me payer ces médicaments-là. J'étais au téléphone encore avant-hier avec un patient canadien, un Français expatrié au Canada, où aujourd'hui l'assurance, la mutuelle en fait, l'assurance privée qu'il a avec lui, ne veut pas lui payer le traitement. Donc c'est ces sujets-là aujourd'hui où on est quand même prémunis. Attention, le prix, quand je dis ça, il faut retirer autre chose. C'est l'aspect que la mucoviscidose, ça coûte déjà. Quand vous faites une greffe pulmonaire, c'est 60 000 €. Une cure d'antibiotiques par intraveineuse, ce qui nous arrive quand on a des surinfections, c'est 6 000 balles. Nos traitements d'aérosol, tous les mois, c'est 3 000 €. Quand vous prenez du Kaftrio, pour nombre de patients, vous diminuez drastiquement cette charge financière de soins. Alors pour nous, ça nous apporte une vraie confort de qualité de vie, mais pour l'État français, moins de factures sur ces soins-là, potentiellement des mecs qui bossent, donc moins de prestations sociales, et cerise sur le gâteau, peut-être même des impôts sur le revenu. Donc c'est un pari aussi qui est fait, un pari de vie, mais un pari aussi peut-être économique. Donc notre but, nous, c'est de remettre un peu d'humain dans cette économie aussi. Donc ce sujet-là. En tout cas, pour ce qui est de l'Europe, oui, c'est un sujet qu'on regarde attentivement. Aujourd'hui, il me manque des ressources de patients qui savent parler anglais. C'est pas toujours facile, il faut regarder Netflix plus le soir avec l'anglais et tout ça. Mais en tout cas, oui, je lorgne beaucoup sur le sujet, non pas pour prendre les postes, ça ne m'intéresse pas du tout, par contre, mais pour qu'on ait l'influence au bon niveau où on doit l'avoir. Alors cette question sera sans doute la dernière, parce que c'est pas facile de rester concentré pendant 1 heure et demie, d'écouter, et ça, on le comprend tout à fait. On a parlé de ça tous les deux juste avant la conférence. Cette génération, elle a grandi avec le souvenir de Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal, son histoire, sa vie, qu'a fait beaucoup connaître, la mucoviscidose, la communication de la mucoviscidose, et pourtant, ce que vous appelez donc les mucos, les patients atteints de la mucoviscidose, sont pas tous si enthousiastes à propos de Grégory Le Marchal et de tout ce qui s'est passé autour. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Grégory a payé cher sa passion. J'ai un immense respect pour Greg. J'ai un immense respect pour ses parents qui ont fondé l'association Grégory Le Marchal, Pierre et Laurence. Pierre, je le vois dans 2 semaines, normalement, peut-être même demain, si tout va bien, puisque vu que je vais à Annecy, il habite en Haute-Savoie, donc il n'est pas improbable que je le croise. Grégory, il a amené du positif et peut-être effectivement un peu de réserve. En positif, indéniablement, il a mis la mucoviscidose sur le devant de la scène. Mais par pudeur, je pense, et puis tout le monde n'est pas obligé de savoir, c'est sa vie privée aussi. Quand il y avait la Star Academy, on ne voyait pas Greg faire ses soins. On ne se rendait pas compte finalement de ce qu'était la mucoviscidose quand on voyait Greg dans les émissions. Donc ça, c'est effectivement l'aspect qui pouvait choquer des patients, c'est-à-dire, ouais, mais il ne montre pas la muco. Pour ceux qui sont férus de Koh-Lanta, il y en a? Oui. Bon, alors, vous avez regardé il y a 2 semaines ou pas? Il y a une fille qui s'est fait éjecter. Elle révèle le lendemain qu'elle avait la mucoviscidose. Bon, dans la vie personnelle, elle n'était pas très... ça n'a pas été notre meilleure image. Mais on va dire qu'elle avait un sacré caractère. Pareil, on ne voit pas cette notion de soin, on ne voit pas tout ça dessus. Donc on peut se poser des questions. Moi, très clairement, en Koh-Lanta, moi je ne l'aurais jamais fait. Mais par risque de santé. Hein. Bon, après, c'est son choix, hein, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Donc, en revenant sur Greg, donc ça a porté la mucoviscidose sur le devant de la scène. Greg, il est décédé malheureusement parce qu'il n'a pas pu avoir son greffon à temps. Greg a particulièrement influencé le don d'organes, cette sensibilisation au don d'organes, et je dirais même a influencé la réglementation qui régit le don d'organes, et notamment avec l'intégration de ce qu'on appelle la superurgence. En gros, quand quelqu'un est en un état gravissime, il passe prioritaire avant tout le monde, et là, c'est plus le registre français des greffes qui est cherché, c'est au niveau de l'Europe. Donc voilà, Greg a pu apporter ça. Le côté peut-être, mais très spécifique muco, c'est vraiment qu'on ne voyait pas des fois la maladie qu'il pouvait avoir, et chez des patients, surtout les plus jeunes en fait. Les plus jeunes, quelques adolescents et autres qui voyaient en Greg
un surhomme en fait dans l'histoire, quelqu'un qui était là et qui, j'en avais discuté avec mon médecin à l'époque, parce que quand Greg est décédé, il faisait un temps magnifique en Normandie, je rentrais du taf. Il m'avait indiqué effectivement que des ados avaient été choqués de ça en fait, dans l'histoire. C'était devenu un totem dessus. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir le travail que peuvent faire Pierre et Laurence pour la lutte et par respect pour leur fils. Et peut-être que vous vous posez la question, nous avons des relations avec l'AGL qui sont extraordinairement bonnes. C'est-à-dire qu'ils financent une partie de nos projets scientifiques. Quand il y a des vrais sujets de lobbying, de choses très sérieuses, on y va ensemble, on discute ensemble, et avec une très très bonne complémentarité. Eux, ils ont eu une vraie vista sur un sujet que n'avait pas eu une autre association. Donc ce qui est bien que finalement, deux grosses associations, parce qu'elle est d'envergure nationale aussi, l'AGL, la MUCO a la chance d'avoir deux grosses associations et qui s'entendent bien. Pour être tout à fait franc, il y a des pathologies qui ont des grosses associations, mais qui ne peuvent pas se blairer. Donc, dans ces cas-là, qui trinquent, ce sont les patients. Dans notre cas, je suis heureux de dire que ce n'est pas le cas, justement. Et pour terminer par un peu de culture générale, il n'y a pas que Grégory Le Marchal, de très connu, qui était atteint de la mucoviscidose, mais aussi Frédéric Chopin, le compositeur classique. Tout à fait. J'ai regardé ça à l'instant, là. Merci beaucoup d'applaudir David Fian, s'il vous plaît. Le président de Vaincre la mucoviscidose, qui reste à votre disposition si vous voulez lui parler en privé. Merci les étudiants et bon week-end à vous. Merci à vous et merci pour votre attention.